Les tiers-lieux, voici le thème de la discussion qui va suivre. Et on a de la chance, on a 3 experts qui vont nous apporter leurs éclairages, 3 regards qui vont se croiser. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Marie Floquet, directrice donc de la stratégie impact social et environnemental chez Signy et Oco. Bonjour. Bonjour. Jean Carinti, associé fondateur de l'Ermitage. Bonjour. Bonjour. Et Adèle Lepage, responsable mesures d'impact chez Plateau Urbain. Bonjour. Bonjour également. Vous êtes donc à 3.0 pour faire connaître Commune Mesure, une plateforme autour de l'impact des tiers-lieux. On va y revenir dans la suite de cette interview. Mais tout d'abord, je vais vous proposer un petit exercice. Est-ce que l'un de vous pourrait me définir ce qu'est un tiers-lieu ? J'ai voulu au départ donner une définition et j'ai vu que c'était assez compliqué. Donc je vais vous laisser cette tâche-là. Qui veut se prêter à l'exercice ? Moi j'ai préparé, alors c'est plus facile. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, mais sinon on peut passer 4 jours entre tiers-lieux à donner la définition, ou alors dire un tiers-lieu c'est ci, c'est ça, en donnant des exemples. Donc ce qui est génial, c'est qu'en mai dernier, le Robert a annoncé que dans l'édition 2023, il y aurait une définition du mot tiers-lieu, qui est la suivante. Espace de sociabilité d'initiative citoyenne, où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. Et ça nous va bien. Et ça résume bien, selon vous, ce qu'est un tiers-lieu. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette définition. Oui, moi je voudrais peut-être ajouter à ça que ce qui nous paraît crucial, c'est la mixité des usages et des publics et de l'espace pour l'expérimentation et l'inattendu, se laisser surprendre et être surpris par ce qui se passe dans les tiers-lieux. Je pense que c'est très important de rappeler qu'il y a une grande diversité de projets, de montages juridiques, administratifs et de couleurs et de philosophie dans les tiers-lieux. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est peut-être de vouloir répondre à ce besoin social de recréer du lien, d'avoir des espaces pour se rencontrer et pour penser à un monde peut-être plus juste aussi. C'est pour ça que c'est très dur d'avoir une définition, parce qu'il y a, comme vous le disiez, une diversité de projets. Et nous allons donc présenter chacune de vos structures. Adèle Lepage, vous êtes ici pour Plateau Urbain. Plateau Urbain propose à des propriétaires de mettre à disposition pour une certaine durée des lieux vacants, et vous les mettez à disposition d'acteurs, qu'ils soient des acteurs culturels, des acteurs de l'ESS. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme temporaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre façon de procéder, ce qu'est l'urbanisme temporaire ? Alors oui, on est une coopérative Plateau Urbain d'urbanisme temporaire et d'immobilier solidaire. Donc ce qu'on appelle solidaire. Ouais, ce qu'on appelle l'immobilier solidaire, c'est le processus dont vous parlez, donc qui en fait consiste à mettre à disposition des espaces de travail pour des personnes exclues du marché de l'immobilier tertiaire parce que trop cher, en proposant, grâce à une mise à disposition gratuite par les propriétaires, des espaces qui sont décotés entre 30 et 70% des prix du marché. On est présent sur 25 lieux à Paris, quelques-uns à Lyon, à Marseille et maintenant en développement à Bordeaux également. Plutôt sur de l'urbain du coup. Ouais, en grande métropole parce que c'est les espaces qui sont les plus tendus en termes de prix. Donc c'est là que pour nous il y a eu un vrai besoin de mettre des espaces accessibles pour des artistes, des porteurs de projets, des associations. Et aussi parce qu'on faisait le constat effarant quand on a commencé nos activités en 2015 avec le projet des grands voisins, qu'il y avait des millions de mètres carrés vacants en ville et que c'était pas possible, au vu du nombre de personnes qui avaient besoin de trouver des espaces, de les laisser en fait inutilisés. Vous avez parlé des grands voisins. On a peut-être à l'esprit ce qu'est les grands voisins. C'était votre premier grand projet, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on l'a porté avec donc l'association Aurore qui gérait le centre d'hébergement d'urgence et Yes We Camp qui sont nos partenaires depuis ce premier projet. Marie Floquet, donc à vos côtés, vous êtes là pour Signy Oco. Signy Oco, vous vous dites comme des créateurs de tiers-lieux que vous animez également. En quoi vous vous différenciez ? On va procéder comme ça. En quoi vous vous différenciez de Plateau Urbain dans votre fonctionnement ? Dans notre fonctionnement, en fait, une des grosses caractéristiques qui définit Signy Oco, c'est sa capacité à créer des lieux ouverts au public. Des lieux qui accueillent beaucoup de public et donc qui, pour cette raison-là, ont à la fois une activité commerciale qui repose sur le bar-restaurant et la location d'espace, et à la fois une activité de programmation événementielle qui permet en fait à la fois d'accueillir un maximum de monde et de permettre ces rencontres qui sont créatrices de liens, et aussi de sensibiliser sur les thèmes de la transition écologique, la transformation de nos modes de vie, de nos sociétés, de nos modes, enfin de notre culture en fait, en ce qu'elle a
en ce qu'elle touche à la gastronomie, en ce qu'elle touche au langage, aux habitudes, à la fait de réparer des objets, de s'intéresser au potager, de connaître la nature, etc. Et en fait, voilà, ça c'est un des principaux traits de distinction. Peut-être pour donner un exemple, il y a la Cité Fertile qui est l'un de vos grands projets. Oui, dans les grands projets de Signoko, il y a la Cité Fertile qui est 1 hectare pour explorer la ville durable. Il y a la recyclerie qui vise à sensibiliser à l'éco-responsabilité plutôt au niveau individuel. Il y a le pavillon des canaux qui est une maison qui invite à l'inclusivité sur tous les sujets de parité et de diversité. Il y a la machine du Moulin Rouge et le bar à bulles qui est un lieu culturel. Et on vient d'ouvrir au Havre la Halle aux Poissons qui est un lieu dit infini d'écologie marine. En fait, ce sont des lieux qui incarnent notre mission d'entreprise. Signoko est une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a pour vocation à la fois de réunir les gens et de créer cette mixité sociale et à la fois d'aider, d'accompagner dans les territoires la transformation à des pratiques culturelles plus responsables de tous les êtres vivants. Jean Carinti, vous avez fondé l'Ermitage, qui est un tiers-lieu au carrefour de l'Aisne et de l'Oise autour de l'innovation rurale et citoyenne. C'est vrai que l'on associe instinctivement le tiers-lieu peut-être à une zone urbaine. Quelles sont les particularités d'un tiers-lieu justement en zone rurale ? Oui, alors déjà je trouve que le Robert a plutôt été bien inspiré de mettre citoyen dans sa définition. Parce qu'effectivement le tiers-lieu est un espace de citoyenneté. La question de la ruralité en France, on sait qu'elle est éminemment sensible aujourd'hui. Et oui, Adèle le disait, la question de la tension en milieu urbain sur le foncier est une question de société importante en France. Elle prend une autre dimension en milieu rural. Dans la mesure où ce qui va caractériser le rapport entre le monde rural et le monde urbain, c'est le rapport au vivant. On a parlé de la compréhension du vivant avec Marie, comment les urbains comprennent mieux leur rapport au vivant. En territoire rural, 2 choses caractérisent le rapport au vivant, l'agriculture et la forêt. Donc l'Ermitage est un lieu qui caractérise bien cette question du rapport entre urbain et rural et de emprise foncière en milieu rural. Et nous avons, 21 hectares de bois. On appelle ça un bois à la campagne, parce que si je dis forêt, je vais avoir tout de suite mes voisins qui vont me prendre pour un mégalo. C'est en plein milieu d'un bois du coup. Alors nous on a un bois, il y a des bois privés dans notre territoire, il y a également des forêts domaniales. On a un peu de terre maraîchère, on a 2 hectares de terre maraîchère. Alors dans un territoire de très grande culture, où on fait plutôt du sucre, on fait plutôt des céréales, on fait plutôt des marchés à terme, comme on dit dans le jargon agricole. Nous on fait des légumes au quotidien, en circuit court, et on fait du lien au village pour recréer un lien avec l'alimentation. Également, on a une brasserie artisanale. La bière est culturelle dans notre territoire. Et effectivement, une microbrasserie, c'est important. Et on a également une structure, une société d'hôtellerie de séminaires qui nous permet de gagner aussi notre vie. Un peu d'argent, parce que notre modèle économique, on va en parler, c'est le lien entre tous ces sujets. Et pour terminer le propos, les tiers-lieux ruraux vont être un sujet extrêmement important parce que tout simplement, il faut investir le monde rural et il faut investir ces espaces. Il y a plus de 150 000 fonciers aujourd'hui qui, comme l'Ermitage, n'attendent que des jeunes talentueux pour les reprendre. Et qui sont les personnes justement qui viennent dans vos tiers-lieux, qui on retrouve chez l'Ermitage ? Alors on a les collaborateurs, on a une 40aine de collaborateurs sur le site qui sont des artisans, qui sont des collaborateurs qui travaillent au métier, qui sont présents sur le site, une équipe de maraîchage, un artisan menuisier, une équipe un petit peu plus technique d'ingénieurs dans l'aquaponie, parce qu'on a aussi des sociétés de technologie assez sensibles. Et en même temps, on a des habitants qui viennent, on a un café. Moi, je suis très fier, avant 50 ans, d'avoir pu avoir une licence 4. Quand j'étais enfant, ça me faisait rêver de voir les adultes aller dans les cafés licence 4. Et puis, j'allais jouer au baby-foot quand j'étais adolescent. Bon, voilà, nous, à la campagne, une licence 4, c'est quelque chose qui caractérise quand même un lien au territoire significatif et très symbolique. On a également des gens qui viennent en forêt. Je l'ai dit, le bois est important, donc les gens viennent se promener avec leurs animaux. On a un lien avec le monde de la chasse, parce que chez nous, les chasseurs ont une place historique et on dialogue pas mal avec les chasseurs. On apprend aux urbains que la chasse n'est pas quelque chose à éradiquer, qu'on va trouver d'autres moyens de vivre ensemble à la campagne. Donc les gens sont plutôt de toute sensibilité et de toute... Donc un lieu de rencontre entre plein de populations. Oui. C'est un lieu de mixité, différentes. De citoyenneté et d'échange. Et un lieu d'entrepreneuriat également. Et en parlant de rencontre, vous vous rencontrez tous sur un projet en particulier. Et c'est un peu pour ça que vous êtes ici au Forum 3.0. C'est Commune Mesure. Il s'agit d'une plateforme autour de la mesure des impacts des tiers-lieux. Pourquoi cette nécessité d'avoir une plateforme avec des outils communs de mesure de l'impact des tiers-lieux ? Adèle Lepage, vous êtes chargée de projet sur Commune Mesure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors en fait, ce projet, il a démarré en 2018 parce que Plateau Urbain a obtenu une subvention publique du programme French Impact. Et à ce moment-là, on faisait le constat qu'on manquait cruellement d'outils pour répondre à cette injonction à la mesure d'impact et à l'évaluation auquel on était toutes et tous soumises. Et on s'est dit que plutôt que rentrer dans un référentiel qui ne nous correspondait pas tout à fait et qui nous permettait pas vraiment de montrer la richesse immatérielle qui se crée dans nos lieux, on allait créer nos propres critères et réfléchir ensemble à ce qui faisait du sens pour nous, à ce qu'on avait envie de valoriser comme définition de la valeur dans nos lieux. Et avec combien de partenaires, pardon? Vous étiez, vous trois, Plateau Urbain, l'Ermitage Alors, au début de l'aventure, on était notamment avec notre partenaire, l'atelier Approche, qui est un atelier d'urbanisme, qui a une expertise sur le design sensible et les diagnostics avec des données très qualitatives, notamment en quartier prioritaire de la ville, qui travaillait sur ces mêmes questions de comment on fait de l'impact social qui a du sens pour des projets d'expérimentation comme les tiers-lieux. Donc on s'est voilà, mis ensemble avec elle. On a consulté un ensemble d'acteurs et d'actrices du monde opérationnel et de la recherche experts sur les sujets tiers-lieux. Et puis, après un peu de vie du projet, on a créé une gouvernance collective en incluant un ensemble de structures et notamment l'Ermitage et Signé Oco, et c'est pour ça qu'on est là tous les trois aujourd'hui, pour vraiment piloter ce projet de manière concernée, intégrée et en ayant vraiment vocation à faire quelque chose qui soit au service de la communauté dont on fait partie, de l'écosystème des tiers-lieux dans leur grande diversité. Parce que là, on est trois structures, on parle de nos projets, mais il y a une grande partie du monde des tiers-lieux qui font des choses très différentes et dont on n'a pas vocation à parler à la place d'eux. Donc l'idée, c'était de faire un outil qui leur soit utile et qui leur laisse la place de s'en emparer aussi sans qu'on soit les prescripteurs d'une méthode unique. Marie Floquet, que mesure-t-on quand on mesure l'impact d'un tiers-lieu ? Alors, on peut parler de ce qui est sur la plateforme Commune Mesure, c'est-à-dire tous les aspects sociaux et sociétaux sur l'emploi, la parité, la diversité, la gratuité aussi des services qui sont mis à disposition du territoire, du bien commun. Plus on a de services gratuits, mieux c'est ça ? Non, c'est pas ça la logique. La logique, c'est qu'en fait, en tout cas, pas mal de tiers-lieux sont des lieux d'accueil, d'initiatives associatives de quartier, et mettre à disposition des espaces qui permettent à ces associations d'avoir un endroit pour faire un atelier, rencontrer leur public, œuvrer en fait. Pour vous donner un exemple concret, par exemple à la Cité Fertile, on a un potager qui est dédié 100% à l'association La Sauge, qui fait de la sensibilisation aux scolaires sur le potager, l'agriculture urbaine. Et en fait, c'est un petit espace à Pantin qui leur permet d'accueillir des écoles toutes les semaines sans avoir un lieu à gérer en propre, etc. Par exemple. Et en tout cas, ça, ce sont des choses qui sont intéressantes du point de vue expérimental, puisque les tiers-lieux sont des lieux d'expérimentation dans lesquels en fait on invente des nouvelles manières de vivre tous ensemble, en partageant l'espace, en partageant ses usages, en mutualisant des usages. Et il est important de donner une vision de ce qu'il est possible de faire quand on se met à plusieurs sur un même site. Donc ça, c'est intéressant. Et en ce qui concerne en fait la mesure d'impact pour Commune Mesure, Signé Oco a la chance de gérer plusieurs lieux. Donc la notion de mesure d'impact, on l'a intégrée déjà il y a 3 ans et on a des outils. C'est un peu votre métier d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai été recrutée chez Signé Oco. Et on a mis en place des outils qui sont intéressants, mais qui sont propriétaires, qui sont propres, etc. Ce qui est intéressant, c'est de partager avec d'autres et de se nourrir de l'expertise des autres pour affiner nos indicateurs d'impact. C'est aussi d'apporter notre expérience et de contribuer. Et c'est enfin de signaler que sur le volet environnemental, qui n'était pas le premier chantier de Commune Mesure, il y a tout un volet à développer puisque les tiers-lieux sont des lieux de pratiques culturelles qui ont vocation à se déployer partout dans tous les territoires et sur lesquels on est presque exemplaire. Donc parlons-en. Jean Carinti, l'Ermitage, si vous deviez me citer un ingrédient nécessaire pour qu'un tiers-lieu ait un impact significatif, quel serait-il ? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand vous êtes dans un territoire rural, quand vous arrivez sur un territoire rural, le tiers-lieu n'est pas forcément la chose la plus simplement reçue, notamment quand vous prenez un foncier de 30 hectares. Donc, c'est-à-dire que les gens vont se demander ce que c'est, tiers-lieu, Quesaco, on l'a dit en début d'intervention. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça fait peur. Bon, je le dis sur le ton. Trop... Non, il n'est pas du tout excessif. Dans un territoire rural confronté à des enjeux de société très forts, avec des remises en cause de modèles de production agricole, des questions qui touchent à la culture, comme chasse à courre ou pas,
J'ai parlé un peu de la chasse, mais c'est pas négligeable en Picardie, la question de la chasse. Hein. Et ça fait partie de votre réflexion en tant que tiers-lieu. Notre réflexion, c'est de trouver une place en gardant notre intégrité et en gardant notre mandat et notre vertu de transformation de la société. Donc moi, je le dis avec beaucoup d'humour parce que je pense qu'il faut le prendre comme ça. La première fois que j'ai eu une discussion avec un service de l'État, ça a été plutôt les renseignements généraux, hein, qui m'ont dit mais qu'est-ce que vous faites avec 30 hectares là? J'ai l'impression que vous ne me faites pas une ZAD, hein, s'il vous plaît. Donc, non, c'est pas le projet parce qu'il n'y a pas d'aéroport prévu, à moins que vous me donniez une information que je n'ai pas encore. Et donc oui, la mesure d'impact, elle se jouera notamment sur quelle place d'un tiers-lieu dans son territoire, quel effet a le tiers-lieu, à quoi sert-il? C'est un vieux sujet. Et nous, si on veut dialoguer avec des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, il faut qu'on ait des outils de travail. Voilà. C'est ça, mesurer, c'est aussi avoir un outil pour communiquer, pour en parler et pour convaincre. Et juste si je peux me permettre d'ajouter, les effets sur le territoire sont aussi au cœur de ce qu'on a développé sur Commune Mesure. À Plateau Urbain, on est des urbanistes de formation et l'atelier approche aussi. Donc nous, notre prisme et notre approche, c'est le territoire, comment on fabrique une ville ou un territoire non urbain ensemble. Donc ça, on l'a eu particulièrement en tête quand on a développé cette partie sur nos impacts. Et je vais vous poser la même question, mais si vous aviez un ingrédient à me donner pour qu'un tiers-lieu ait un impact significatif, quel serait-il ? Moi, je dirais de la place pour chacun et chacune et se servir aussi de la force qu'on a pour faire place à ceux qui ont moins de visibilité et moins d'écoute. Pour moi, la couleur sociale, enfin le fait qu'un tiers-lieu réponde à un besoin social, c'est essentiel et c'est crucial. Et c'est pour ça qu'un espace de coworking qui ne fait que du coworking, ça sera jamais un tiers-lieu. Créer une communauté, c'est au cœur de la prérogative du tiers-lieu. C'est ça, enfin, c'est des espaces de sociabilité, comme on l'a dit, comme le dictionnaire le dit maintenant même. Donc, pour moi, c'est très important de garder un lien avec voilà, la justice sociale, le droit à la ville et le droit à la campagne, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, ça c'est très important. Pour vous faire un clin d'œil, la rentrée 2022 dans notre territoire, ça a été un article du Parisien qui, pour la première fois, s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer à la rentrée dans les tiers-lieux? Quelle rentrée faites-vous? Donc il a fait le tour des quelques tiers-lieux de territoire et chacun a pu inédit ça. C'est totalement inédit. C'est-à-dire qu'il considère que la vie sociale maintenant se déroule en priorité dans ces lieux. En préparant cette interview, j'ai vu que la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France avait dit que l'on manquait de tiers-lieux dans la région d'Île-de-France, notamment quand on compare à d'autres grandes métropoles. Est-ce que c'est encore un modèle, Marie Floquet, qui demeure marginal? Et comment accélérer et donner une impulsion à ce modèle qu'est le tiers-lieu? Alors en termes de région, j'ai pas tellement révisé, donc je saurais pas vous dire s'il manque des tiers-lieux en Île-de-France en particulier. Ce qui est certain, c'est qu'on a une accélération du phénomène. En 2019, France Tiers-Lieux dénombrait à peu près 1500 tiers-lieux sur le territoire. Ils en dénombrent depuis 2021 dans le dernier rapport plus de 2500. À l'intérieur de ça, des positionnements très très variés, de lieux ouverts sur leur territoire, de lieux plus dédiés à des services de type coworking, aide au numérique, etc. Bon, c'est très varié. Ce que je peux dire sur le développement de tiers-lieux, c'est que au sein de Signoco, on accompagne des porteurs et des porteuses de projets qui sont ou des particuliers ou des collectivités ou des entrepreneurs sur le développement de tiers-lieux. Et en fait, c'est une demande croissante et c'est une demande très forte. Du point de vue du succès du tiers-lieu, qu'on relie quand même à la capacité à gérer un établissement, à exploiter un établissement, à tenir en fait le cap du point de vue de la mission du tiers-lieu et de son équilibre économique. Et ça, en fait, ça se professionnalise. Ça s'apprend et c'est quand même, je crois, une des clés de pérennité, de durabilité du tiers-lieu. Ce sera ma dernière question, on est un peu pressé par le temps. Adèle, observez-vous un intérêt grandissant du côté des propriétaires privés du coup, de surface et des collectivités également pour ces espaces que sont les tiers-lieux? Je pense qu'il y a un intérêt croissant. Effectivement, le tiers-lieu, c'est un objet de politique publique à toutes les échelles de gouvernance depuis quelques années. C'est certain. Après, je pense que les tiers-lieux sont loin d'être un phénomène nouveau, il faut le rappeler. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Peut-on dire bien évidemment. Après, le terme est de plus en plus utilisé, ça c'est certain. Il y a
plus de tiers-lieux, c'est vrai, mais il y a aussi plus d'espaces qu'on appelle tiers-lieux à mesure que cette catégorie se consolide dans le discours public aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'espaces qui, si on reprend la définition du tiers-lieu qu'on donnait en début d'interview, en fait correspondent tout à fait, que ce soit les centres sociaux, que ce soit les médiathèques, que ce soit les maisons des jeunes, des choses comme ça. Il ne faut pas oublier que voilà, ils ont un ancrage territorial énorme et une mixité des usages qui doit inspirer aussi ce qui se fait maintenant dans les nouveaux tiers-lieux qui ouvrent. Adèle Lepage pour Plateau Urbain, Marie Floquet pour Signé Oco et Jean Carinti pour l'Ermitage. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On organise à Guise dans une petite dizaine de jours un très très gros festival, la première biennale internationale qui s'appelle Faire Autrement, où pas mal de tiers-lieux seront présents. Donc clin d'œil à ce qui se passe dans le monde rural, dans un très grand lieu de l'histoire de l'ESS qui est le Familistère de Guise. Voilà. Donc rendez-vous à noter pour les Du prochains 22, jours. Du 22 au 25 septembre. Merci beaucoup.